Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel agro-webinaire du mardi. Aujourd'hui, on est sur la rubrique sobriété et on va parler du rôle des technologies numériques dans la sobriété, alors énergétique en particulier, mais pas que. Et pour ce webinaire, eh bien, ce sera Noémie de l'ACTA qui sera l'animatrice de la séance. Je vais donner la parole tout de suite à Noémie. À toi, Noémie. Oui, merci beaucoup Philippe. Bonjour à tous, merci de participer aujourd'hui à cet agro-webinaire qui porte du coup sur les outils numériques comme levier de la sobriété énergétique agricole. Je me présente rapidement, Noémie Bernard Legal, je suis chargée de projet numérique à l'ACTA, je vais animer ce webinaire aujourd'hui. Pour revenir un petit peu sur les bases, les constats qui nous ont amenés à organiser ce webinaire aujourd'hui, c'est finalement le constat général que l'agriculture, comme les autres secteurs agricoles, doit également relever le défi de l'efficacité énergétique et donc réduire autant que possible ses consommations en énergie. Donc, on reviendra sur la définition de consommation énergétique dans la suite, puisque c'est vrai que c'est un terme qui englobe pas mal de consommations différentes. Si on se réfère à des chiffres donnés par l'ADEME en 2019, l'agriculture consomme 4,5 millions de tonnes d'équivalent pétrole par an, ce qui fait une consommation d'énergie qui représente 3% de la consommation totale en France. Donc, cette consommation d'énergie dans le secteur agricole, elle se répartit en deux volets. Il y a tout ce qui va être consommation directe, donc les consommations en électricité, en gaz, en carburant, qui vont représenter en moyenne 9% des charges variables d'une exploitation, et toutes les consommations indirectes qui vont être liées à la fabrication et au transport d'intrants, par exemple, à la fabrication de matériel, de bâtiments agricoles, d'autre part. Ce qu'on se dit finalement, c'est que les outils numériques qui sont aujourd'hui de plus en plus utilisés dans le secteur agricole peuvent peut-être constituer un levier pour la sobriété énergétique des exploitations en permettant de réduire, par exemple, la consommation de certains intrants ou en optimisant l'usage d'engins agricoles, en limitant, par exemple, le nombre de passages de ces engins. Ce sont que des exemples. Bien sûr, on en verra d'autres par la suite. On va parcourir plusieurs initiatives au fur et à mesure de ce webinaire grâce à l'intervention de nos trois intervenants du jour. Donc, dans un premier temps, Claire Rogel-Gaillard, qui est directrice scientifique adjointe de l'agriculture à l'INRAE, va nous présenter le PEPR, alors Programme et équipement prioritaire de recherche numérique et agroécologie. C'est un programme qui est copiloté par l'INRAE et INRIA, qui a été lancé en janvier de cette année, il me semble, et qui a pour but de mobiliser le numérique pour faciliter la transition écologique des systèmes agricoles, faire face aux enjeux de sécurité alimentaire, climatique et environnementaux. Et on verra comment ce programme peut peut-être être le cadre de projets sur la sobriété énergétique en agriculture. Ensuite, donc Claire passera la main à Clément Émile, qui est délégué aux affaires publiques pour Numéum et qui présentera les conclusions d'un groupe de travail qui portait sur le rôle du numérique dans la décarbonation de l'agriculture. Donc, c'est un groupe de travail qui était copiloté par Numéum et par Infranum et qui a été commandité dans le cadre d'une feuille de route de décarbonation du numérique. Clément nous en parlera un peu plus lors de son intervention. Et pour finir, on passera la main à Nicolas Chauffrin, qui nous présentera les dispositifs qui sont déjà mis en œuvre au sein de l'exploitation du lycée viticole de Belleville en Beaujolais et les investissements qui sont à venir, qui vont dans le sens de la sobriété énergétique. Il va nous expliquer un petit peu ce qui a motivé ces démarches et les avantages constatés à l'utilisation de ces nouveaux outils sur l'exploitation. Donc, je passe la main à Claire pour la première présentation. Je vais mettre ma présentation en mode diaporama. Donc, j'espère que vous voyez bien cette présentation. Donc, On est bon. comme il a été dit, je suis directrice scientifique adjointe agriculture et donc je suis copilote avec Jacques Sainte-Marie d'INRIA du programme équipement prioritaire de recherche agroécologie et numérique. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de voir ensemble, au fond, comment ce PEPR s'appuie aussi sur les enjeux de sobriété pour élaborer son programme de recherche et ses axes. Alors, vous savez qu'il y a le pacte vert européen qui nous donne un certain nombre qui nous donne un cadre et qui nous donne aussi une sorte d'ordre de grandeur d'un certain nombre d'objectifs à atteindre d'ici 2030. Donc, je vous rappellerai ici qu'il est donc dans les objectifs, il y a la réduction des pesticides chimiques de l'ordre de 50%, avec aussi moins 50% des pesticides les plus dangereux, moins 50% des pertes d'engrais, moins 50% de l'usage des antibiotiques. Passer la surface agricole utile en agriculture biologique de l'ordre de 25%, réduire aussi tout ce qui est perte et gaspillage en aval de la production,
Et puis on a aussi en toile de fond comme objectif complémentaire le nouvel équilibre entre les protéines d'origine animale et d'origine végétale dans les régimes alimentaires. Et donc ça, c'est le couplage entre la stratégie de la ferme à la table, mais également la stratégie en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030, qui s'intitule aussi « Ramener la nature dans nos vies ». Et donc ça, c'est un cadre important qui nous est proposé par la Commission européenne. Et puis ensuite, il y a la stratégie nationale bas carbone, là, qui va rejoindre ce qui a été présenté précédemment avec la répartition des émissions d'équivalent CO2 en France. Donc vous voyez ici que la production par le secteur agricole, c'est de l'ordre d'à peu près 20%. Donc il est passé de 17% en 1990 à peu près 20% en 2019. Et donc l'objectif de la stratégie, c'est vraiment d'arriver à une neutralité carbone. Et cette stratégie nationale doit être en cohérence avec les engagements de la France auprès de l'Union européenne et dans le cadre de l'accord de Paris. L'objectif, c'est de réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi une forme d'accélération avec une division par 6 des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre à peu près 80 millions de tonnes d'équivalent carbone en 2030, contre en 2015 458 millions de tonnes et puis 445 millions de tonnes en 2018. Donc en fond, les enjeux sont importants et les ordres de grandeur sont également importants. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette sobriété, alors aujourd'hui, j'ai bien vu qu'il y avait un accent sur la sobriété énergétique, mais en fait, cette sobriété, elle doit avoir une visée un peu systémique, parce qu'en fait, il faut être sobre sur plusieurs plans. Et donc là, je voudrais partager avec vous cette notion de Safe and Just Operating Space, en fait, qui met en avant les ressources planétaires, donc dont vous avez la déclinaison ici, et vous voyez qu'en fait, on a dépassé un certain nombre de ces ressources planétaires. Il y a au moins 6 ressources planétaires qui sont dépassées. Hein. Il y a le changement climatique, il y a l'usage des terres, il y a la biodiversité. Et donc, en fait, c'est des concepts qui sont de plus en plus utilisés. Et je ne peux que vous encourager à aller écouter Kate Raworth, là, qui s'est exprimée face à la Commission européenne et qui expliquait au fond quelle était cette nouvelle forme de progrès avec ce nouveau compas où au fond on a les ressources planétaires qu'il faut prendre en compte, mais il y a aussi des bases sociales et un équilibre avec les besoins des sociétés. Et c'est ce qui définit au fond l'aspect just, le besoin des sociétés, et le safe qui est le respect des limites biophysiques. Vous avez ici au fond sur ce schéma en 2D, ici sur l'axe des X, vous avez tout ce qui est ressources planétaires, et sur l'axe des ordonnées, vous avez tout ce qui est au fond les besoins des sociétés, et vous avez le positionnement des différents pays. Et au fait, personne actuellement, aucun des pays n'est dans ce petit carré gagnant qui, au fond, optimiserait l'usage des ressources et optimiserait aussi les besoins des sociétés. Vous voyez, la France, elle est ici, c'est-à-dire qu'elle est très consommateur en ressources et en fait, elle répond pas si mal que ça aux besoins des sociétés. Vous avez des pays qui, au fond, sont très peu consommateurs de ressources, mais en termes de besoins des sociétés, ont encore une marge de progrès à faire. Et en fait, l'objectif serait que ces pays-là, au lieu de passer par cette courbe ici, aillent directement en fait vers ce carré gagnant dans lequel, au fond, toutes les sociétés devraient converger. Donc, ça nous donne aussi une espèce de vision. Et en fait, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme de sobriété systémique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut considérer l'ensemble des différents éléments qu'il faut prendre en compte pour arriver à une sobriété qui soit à la fois respectueuse des ressources planétaires, mais respectueuse aussi des besoins de nos sociétés. Alors, dans ce contexte-là, la transition agroécologique, elle est considérée comme étant un levier majeur. Et donc, les objectifs, c'est tout ce qui est autour de la sécurité et de la souveraineté alimentaire, la décarbonation, la réduction de l'empreinte environnementale des pratiques, la préservation des ressources, hein, là, on peut citer la biodiversité, les sols, l'eau, l'air, l'adaptation au changement et aux aléas climatiques. Également, un point très important, c'est le renouvellement et l'attractivité des métiers de l'agriculture. Donc ici, il y a un dossier très intéressant d'Agropolis qui, au fond, redonne la définition de l'agroécologie par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et au fond, met bien en regard le fait qu'il y a à la fois des leviers biotechniques, mais également des leviers sociétaux qu'il faut organiser de concert pour organiser cette transition agroécologique.
Et je tiens juste à rappeler que l'agroécologie, c'est un terme qui est apparu au fond à la fin des années 30, avec une vision un petit peu, une phrase simple qui disait « produire mieux en respectant la nature et les écosystèmes ». Donc au fond, c'est quelque chose qui est au fond dans les esprits depuis pas mal de temps et qui maintenant rentre dans les actions à la fois en recherche et également dans les politiques publiques. Alors dans ce cadre-là, on a défini un programme de recherche qui s'appelle agroécologie numérique, qui est copiloté par INRAE et INRIA. Donc les pilotes, c'est moi-même pour INRAE et Jacques Sainte-Marie pour INRIA. Et on a 2 chefs de projet qui sont Valentin Voisin pour INRAE, Patrick Armongo pour INRIA. Et donc c'est une des mesures de la stratégie d'accélération SADEA, qui est une mesure, qui est une stratégie qui s'inscrit dans France 2030. Et donc SADEA, ça veut dire système agricole durable et équipement agricole, contribuant à la transition écologique. Et vous avez ici, dans le bas de cette diapositive, les 11 priorités qui ont été identifiées par France 2030. Et dans ces priorités, il y a tout ce qui est agroéquipement intelligent, mais également alimentation saine et durable. Et donc, cette stratégie SADEA a pour objectif de contribuer à ces priorités. Alors, ce programme national, il va durer 8 ans. L'objectif, c'est de mobiliser le numérique pour promouvoir l'agroécologie. Donc, on a d'une part le numérique, qui est présent dans la plupart des secteurs de la vie quotidienne, à la fois public, professionnel et privé. Il est déjà aussi largement répandu dans l'agriculture, de manière hétérogène, mais il est quand même déjà largement répandu dans l'agriculture. Et puis l'agroécologie, qui est au fond un nouveau paradigme dont la mise en œuvre va être déterminée à la fois par des choix sociétaux, techniques, économiques et politiques. Et donc le PEPR, il a comme ambition de faire l'interface entre les 2 trajectoires du numérique et de l'agroécologie et de soutenir de la recherche, pour étudier comment le numérique contribuera à l'agroécologie, identifier les développements numériques spécifiques dont l'agroécologie aura besoin, proposer des outils, des méthodes, des méthodologies, analyser les impacts du numérique afin de favoriser la parcimonie et la sobriété, et puis aussi utiliser le numérique pour renouveler l'attractivité du secteur agricole. Alors, les différentes opportunités qui sont portées par le numérique, elles sont nombreuses. Elles permettent d'avancer dans la modélisation, c'est-à-dire que on va être on va essayer d'avoir des objectifs liés à tout ce qui est une meilleure prévision, une meilleure anticipation. Ensuite, il y a des grands enjeux autour de l'aide au diagnostic et de l'aide à la décision, tout ça pour pouvoir mieux anticiper un certain nombre de pratiques et puis un certain nombre de prises de décision sur les pratiques, aussi bien en élevage qu'en grande culture. Et puis ensuite, on a aussi un enjeu sur l'extraction des informations à partir des données disponibles. Le numérique, il permet aussi de développer des outils collaboratifs et participatifs, ça crée du lien social et ça peut créer aussi des communautés de personnes, mais aussi des communautés de communs. Et puis, il y a aussi la possibilité de contribuer à une nouvelle trajectoire pour l'agriculture, avec des économies sur les intrants, une traçabilité avec la contribution à des labels et à des scores, et puis aussi la réduction de la pénibilité d'un certain nombre de tâches et le renouvellement de l'attractivité des métiers. Donc, il y avait un certain nombre de documents qui préexistaient à la création du PEPR, donc notamment ce livre blanc « Agriculture et numérique », qui avait comme sous-titre « Tirer le meilleur du numérique pour contribuer à la transition vers des agricultures et des systèmes alimentaires durables ». Donc, un livre blanc qui avait été écrit par INRIA et INRAE. Alors, on n'est pas dans une vision totalement naïve et totalement naïve de ce que peut apporter le numérique, parce qu'au fond, il y a des risques, il y a des écueils qui sont à éviter, et puis il y a aussi des critères de réussite. Donc, parmi les risques, il y a la crainte possible et tout à fait importante de solutionnisme technologique, c'est-à-dire qu'on pourrait développer des outils numériques qui soient peu adaptés, peu durables et qui contribuent à épuiser les ressources. Ensuite, il y a aussi une possibilité de verrouillage socio-technique par des outils numériques, avec une dépendance des utilisateurs à des outils qui soient trop sophistiqués et une perte d'autonomie. Et il pourrait y avoir des outils, au fond, qui sont des formes de gadgets. Et donc, c'est vraiment essentiel de bien faire un diagnostic pour savoir, au fond, quels sont les usages des outils qui pourraient être utilisés. Ensuite, il y a aussi un risque lié à l'accaparement des données, avec la création de monopoles et de rentes. Ensuite, il y a aussi la disponibilité de jeunes scientifiques, c'est-à-dire qu'il y a aussi un ressourcement des compétences qui est nécessaire. Il n'y a pas forcément toutes les compétences ne sont pas forcément actuellement réunies. Donc, le programme de recherche, il aura vocation aussi à former des jeunes scientifiques. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est impact environnemental du numérique. Et il est clair qu'il faut absolument minimiser les impacts environnementaux directs de l'usage du numérique.
Alors ensuite, dans ce programme, qui doit être en lien avec tous les objectifs que j'ai cités précédemment, mais aussi en lien avec les attentes des professionnels. Donc, on doit fournir des résultats de recherche de très haut niveau qui correspondent à des contributions qui vont être de toutes sortes, à la fois des articles, des logiciels, des technologies. Ensuite, l'objectif, c'est vraiment d'avoir de la recherche qui est orientée vers des solutions et vers l'innovation, en lien avec les industriels et les parties prenantes, avec des échanges entre le public et le privé. Des communautés de scientifiques qui vont être à l'interface de l'agroécologie du numérique. Actuellement, il y a des gens qui sont très bien formés sur l'agroécologie, d'autres très bien formés sur le numérique. Donc, l'idée, c'est vraiment de croiser les deux compétences. Je reviens sur la formation par la recherche de jeunes scientifiques et puis la contribution à la décarbonation de l'agriculture en maximisant les impacts environnementaux positifs indirects du numérique, à savoir tout ce qui va être contribution, par exemple, d'outils de la décision pour réduire l'usage des intrants. Donc, tout ça, c'est l'objectif de promouvoir de l'agroécologie. Alors, on a défini un certain nombre d'actes scientifiques de ce programme qui veulent travailler en synergie. Vous voyez, il y a des infrastructures de recherche qui sont centrales à nos 4 axes de travail. Et il y a un axe qui est sur la structuration d'un socio-écosystème favorable à la recherche et à l'innovation responsable. Et là, l'objectif, c'est de bien valoriser le fait que des solutions qui seraient uniquement techniques ne suffiraient pas. Il y a aussi besoin d'innovation sociétale et de couplage entre ces deux types d'innovation pour avancer vers des approches un petit peu transformantes pour l'agroécologie. Ensuite, il y a un vrai besoin de choses assez simples, de mieux caractériser les ressources génétiques pour évaluer leur potentiel pour l'agroécologie, à la fois du côté des animaux comme du côté des plantes. Et puis ensuite, il y a un énorme enjeu sur la conception de nouvelles générations d'agroéquipements, aussi bien sur des bâtiments d'élevage que sur des flottes de robots qui pourraient accompagner au fond des pratiques agroécologiques où c'est en fait les équipements qui doivent s'adapter à l'environnement et non pas un environnement qui doit s'adapter à des agroéquipements. Et puis ensuite, un enjeu bien évidemment sur tout ce qui est modélisation, analyse de données et outils d'aide à la décision. Alors, on a un certain nombre de piliers d'action. Je vous les présente parce que ça peut intéresser certains d'entre vous pour être partenaires de ces projets qui sont montés. Donc, il y a un premier pilier autour de projets qui ont été ciblés au démarrage du programme et qui couvrent les 4 axes scientifiques et également les infrastructures. Ensuite, on a un deuxième pilier d'action qui est sur des appels à projets qui vont être ouverts et qui sont opérés par l'ANR. Il y en a un premier qui va être lancé incessamment pour identifier des prochains projets lauréats en 2024. Et puis, dans le cadre de ressourcement des compétences, on a aussi souhaité faire un appel à projet pour des contrats de thèse et de post-doctorat. Et donc, on va avoir 5 appels à projet, un par an, avec jusqu'à 6 contrats par an. Et on a un pilier 4 important, ce qui est sur des activités transversales autour de la dissémination, de la communication, de la valorisation, du lien à l'international, du lien à l'innovation, également des études prospectives, parce que l'objectif, c'est d'aller vers des recherches orientées vers des solutions, mais également d'identifier des nouveaux fronts de sciences de développement du numérique pour l'agroécologie. Et donc, tout ça doit créer une animation et une organisation pour rapprocher les communautés. Et vous voyez, on a un budget total d'à peu près 65 millions d'euros pour 8 ans, répartis sur les 4 piliers que je viens de vous présenter. Alors, notre programme de travail, il va s'étendre sur, voilà, vous voyez, sur 8 ans. Donc, on a ces fameux projets ciblés. Je vous en donnerai la liste juste après, mais ça sera juste à titre informatif, pour que vous voyez un petit peu la diversité des sujets qui sont déjà couverts. Donc, ils vont durer 5 ans. Ensuite, on a 2 appels à projets, dont le premier va être lancé maintenant. Et il y a déjà 2 webinaires qui ont eu lieu, il y en aura un autre qui aura lieu en principe à la mi-décembre, et l'information circulera très prochainement. Et puis ensuite, on a nos journées de rencontres annuelles, et les prochaines auront lieu le 31 janvier et le 1er février sur le centre INRIA de Rennes. Et donc, ça sera aussi l'occasion de consolider des consortiums qui peuvent mobiliser aussi bien des partenaires publics que des partenaires privés. Donc ici, vous avez la liste, je ne vais pas revenir dessus, mais vous aurez le diaporama des 13 projets ciblés qui ont été lancés au démarrage du programme, donc qui couvrent vraiment les 4 axes de recherche. Et si vous voulez en savoir plus sur ce programme, pour suivre ses actualités, donc il y a un site web qui est en français, qui est aussi en anglais, qui vous permettra de comprendre tous les objectifs du programme, qui vous donne un aperçu des projets ciblés avec des fiches, qui vous donne au fond les contenus de ces différents projets, les porteurs, les localisations géographiques, les partenaires.
On a aussi la liste des lauréats 2023 de l'appel à projet thèse et postdoc, et puis ensuite toutes les informations sur les activités, les appels à projets à venir, et puis en cours. On a un compte LinkedIn, et pour toute question, voilà, n'hésitez pas à contacter l'équipe du PEPR qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà, donc beaucoup d'attentes, un programme sur 8 ans, une communauté qui se construit avec l'objectif que le numérique, avec un volet sobriété important, contribue à développer l'agroécologie dans toutes ses dimensions et à la fois avec la société et la recherche. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Claire, pour cette présentation. On a quelques questions dans le chat. On y reviendra à la fin des présentations. Je passe la main à Clément Émile pour la suite des présentations. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Normalement, je vous partage mon écran, vous devriez bien le voir. Oui, c'est Ok. bon. Écoutez, merci beaucoup. Comme le disait Noémie, moi je travaille pour Numéum. Numéum, c'est le syndicat professionnel des entreprises du numérique, donc au sens large, aussi bien entreprises de services numériques, éditeurs de logiciels ou plateformes. Alors pourquoi nous, acteurs du numérique, nous avons été amenés à nous interroger sur le rôle des technologies numériques dans la sobriété et plus largement dans la transition écologique du secteur agricole? Eh bien, comme certaines filières économiques, dont certaines filières agricoles d'ailleurs, nous avons été concernés, nous, filières numériques au sens large, par l'article 301 de la loi Climat et Résilience qui prévoit l'élaboration de feuilles de route de décarbonation pour les grandes filières économiques qui sont émettrices de gaz à effet de serre. Et comme le numérique fait partie de ces filières émettrices de gaz à effet de serre, nous avons travaillé sur ce sujet pendant près d'un an. La place singulière du numérique sur ce sujet, c'est que, bien évidemment, le numérique, toutes nos activités numériques, elles représentent une empreinte, et Claire l'a dit, une empreinte environnementale qui est croissante et qui n'est pas négligeable et sur laquelle il nous faut travailler pour maîtriser cette empreinte environnementale, mais aussi la réduire. Donc là, quand je parle d'empreinte environnementale du numérique, c'est tant sur le plan de la consommation énergétique que des émissions de gaz à effet de serre ou d'autres impacts. Mais on sait aussi, c'est là un petit peu le paradoxe du secteur numérique, que les technologies au sens large, elles vont jouer un rôle incontournable, et parfois elles commencent déjà à jouer ce rôle, pour décarboner les autres secteurs de l'économie. Il a donc été décidé, dans le cadre de cette feuille de route de décarbonation, de créer un groupe de travail spécifique sur ce sujet, qu'on peut résumer souvent par l'acronyme anglais IT for Green, qui n'est pas très joli, et pour qu'on puisse commencer à objectiver ce rôle et esquisser des recommandations. Donc c'est pour ça que nous, Numéum, nous avons eu le plaisir de copiloter ce groupe de travail, en lien avec les pouvoirs publics, avec, comme le disait Noémie, la fédération Infranum, et à cette occasion, l'ACTA a pu participer également. Alors pourquoi on en est venu à travailler sur l'agriculture en tant que telle? Écoutez, c'est essentiellement dû à la méthodologie qu'on a adoptée, puisqu'on a décidé d'adopter une méthodologie secteur par secteur, et non pas par technologie, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que c'était pas faisable d'aborder tous les impacts d'une technologie de manière presque abstraite au sens large, et que ça aurait été un chantier gigantesque qu'on n'aurait pas été capable de mener en quelques mois. Donc, on a décidé de se limiter à une approche par secteur, et de manière très pratico-pratique, on a sélectionné les 5-6 secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre en France, et parmi eux le secteur agricole. C'est pour ça qu'on a consacré une partie de nos travaux à ce secteur. Donc sans vous entrer dans le détail de l'intégralité de ces travaux, puisque la feuille de route de toute façon elle est accessible sur Internet et je vous la transmettrai si besoin, pour vous résumer un petit peu comment se sont passés nos travaux et quelles ont été les conclusions sur l'agriculture. Donc nos travaux, ils ont réuni évidemment des acteurs du numérique, offreurs de solutions, des acteurs du monde agricole, mais aussi des experts du Green IT qui agissent au quotidien pour la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Et là, ça va résonner avec ce que Claire a évoqué précédemment. Un petit peu, on a esquissé 3 grandes catégories de cas d'usage dans notre groupe de travail. Tout d'abord, les modèles d'aide à la décision. Et dans cette catégorie, on peut distinguer 2 grands types d'outils qui, dans tous les cas, fonctionnent un petit peu toujours sur le même principe, c'est-à-dire avec des capteurs qui sont implantés directement dans les parcelles et dans les exploitations, et le recours à l'image satellite. Donc, 2 catégories d'outils. Des outils tout d'abord d'aide à la décision tactique. L'idée ici, c'est à court ou moyen terme d'aider l'exploitant à diagnostiquer en temps réel la performance environnementale de son exploitation pour pouvoir optimiser toutes sortes d'interventions. Donc, que ce soit par exemple la gestion des intrants au bon endroit et au bon moment pour en réduire le volume, le suivi du parcours des nuisibles. On voit que dans certains pays, c'est une technologie qui commence à se développer pour réduire au minimum le recours des pesticides sur, par exemple, le parcours habituel des nuisibles. L'aide à la conception de parcours et d'itinéraires techniques qui soient les plus économes pour éviter de faire X allers-retours sur la parcelle et voir s'il y a un parcours optimisé qui est faisable, etc. Ça vous donne quelques indications de ce que c'est en termes de suivi tactique.
Et plus largement, autre type d'outils qui peuvent être développés, c'est des outils d'aide à la décision stratégique. Alors là, on s'inscrit à beaucoup plus long terme et l'idée est d'utiliser tous ces paramètres pour repenser le système de production by design, si on peut dire, dès sa conception, pour aller vers un système de production qui soit moins émetteur, plus conforme aux impératifs environnementaux, voire plus favorable à l'agroécologie. Deuxième catégorie de cas d'usage qu'on a abordé, c'est les outils techniques robotisés. On voit qu'il y a de plus en plus le développement d'engins robotisés qui sont parfois autonomes d'ailleurs pour effectuer des travaux agricoles et généralement des travaux manuels. On voit qu'il y a plusieurs acteurs français qui sont pionniers en la matière et particulièrement dans la viticulture. Je pense notamment à la société Vitibot qui est installée à Reims et qui développe plusieurs robots en la matière. Ces engins, alors sans faire de généralité sur les impacts de tel ou tel robot, parce que c'est pas l'idée ici, mais c'est de voir quelles sont les perspectives que ce type de technologie peuvent offrir. On voit deux effets principaux sur l'environnement. Un effet direct sur les émissions, puisque comme une grande majorité de ces engins, qui sont d'ailleurs souvent de petite taille, sont à propulsion électrique, et bien sur le même principe que l'électrification du parc automobile, ça permet de réduire la consommation d'hydrocarbures sur le cycle de vie de l'engin. Et enfin, un effet indirect, puisque ces engins, alors, dans certaines conditions bien sûr, permettent de réduire l'utilisation de phytosanitaires. Par exemple, on estime que le désherbage mécanique par robot pourrait remplacer, ou du moins limiter à des localisations plus réduites, le recours au désherbage chimique. On nous a également rapporté que la petite taille de ces engins, parce que c'est vrai quand vous voyez sur ce qui existe sur le marché, globalement, c'est de taille assez petite par rapport à ce qui existe traditionnellement. La petite taille de ces engins, certains acteurs nous disaient que ça pourrait être un plus pour le développement de l'agroécologie, avec par exemple comme leur petite taille générerait moins de tassement des sols ou serait plus compatible avec la réintroduction des haies, par exemple. Et enfin, pour finir sur nos grandes catégories de cas d'usage, on a les outils numériques qui favorisent le stockage du carbone dans le sol. Donc on sait aujourd'hui que le stockage du carbone dans le sol, c'est un vivier potentiellement important de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Là aussi, on se situe à beaucoup plus long terme. On pense que le numérique, que ce soit par exemple par la modélisation ou par des outils de suivi du cycle de vie du carbone, pourrait jouer un rôle pour mieux guider l'exploitant dans sa gestion des sols et maximiser le stockage du carbone. Alors, on sait que c'est un domaine à fort potentiel, mais il faut bien reconnaître qu'on a senti au cours de nos travaux que pour le moment, la maturité des solutions était moins évidente. Donc, c'est un sujet qui sera à suivre pour le futur, mais pour le moment, c'est moins explicite. Donc, on le voit finalement avec ces quelques grands exemples de cas d'usage, que le numérique il peut œuvrer pour la sobriété énergétique, donc la consommation d'énergie à proprement parler de l'agriculture, mais aussi et surtout sur d'autres indicateurs. Et on a commencé à l'évoquer, que ce soit les émissions de CO2, les émissions d'autres gaz à effet de serre, la réduction du recours aux phytosanitaires, la préservation de la biodiversité, des sols, etc. En réalité, on voit bien qu'on ne peut pas limiter le prix du numérique, c'est-à-dire son apport à la transition écologique du secteur, à la seule consommation énergétique et qu'il faut aller chercher sur d'autres indicateurs pour comprendre tous les impacts. Ce qui est assez propre au secteur agricole d'ailleurs, parce que quand on prend les autres secteurs qu'on a étudiés, certains secteurs sont complètement focalisés sur la consommation énergétique. Si je prends par exemple le bâtiment, bah, sur ce secteur, les solutions numériques, elles viennent essentiellement réduire la consommation énergétique et c'est à peu près tout. C'est pas le cas pour l'agriculture. Donc, nous, dans notre groupe de travail, on a établi ces grands cas d'usage, mais on a vu assez rapidement, et Claire a commencé à les évoquer, qu'il y a des points de vigilance qui ont été formalisés dans ce GT et qu'on pense qu'il faut intégrer en amont de tout déploiement d'une solution technologique. Le premier grand point de vigilance, c'est que bien évidemment, il n'y a pas de modèle unique d'exploitation agricole sur laquelle chaque solution numérique aurait forcément vocation à être installée en toutes circonstances et serait forcément positive. On comprend en réalité que tout déploiement d'une solution numérique, il doit répondre à des besoins qui soient déjà clairement identifiés pour éviter ce que disait Claire tout à l'heure d'arriver sur du gadget et surtout faire l'objet d'une évaluation préalable. On ne doit pas tomber dans le technosolutionnisme comme on dit dans ce sujet. Autre point de vigilance, il faut aussi tenir compte des potentiels effets contre-productifs qui peuvent survenir lors du déploiement d'une solution. Si on pense évidemment à la fabrication de ce qu'on appelle les terminaux, donc le terminal au sens large ici, ça peut être aussi bien les capteurs, de manière très prosaïque, un écran d'ordinateur, l'engin en tant que tel, l'engin agricole. La fabrication de ces terminaux, elle a des impacts environnementaux qui ne sont pas négligeables en termes d'énergie, de consommation de métaux rares, d'eau, etc. Dans l'empreinte environnementale du numérique, c'est les terminaux qui occupent la plus grosse part de l'empreinte. Donc, il faut vérifier est-ce que le déploiement d'une solution, lorsqu'elle implique le déploiement de terminaux,
n'ait pas les effets inverses à ce qu'on escomptait en ayant des impacts liés à la fabrication des terminaux qui soient plus forts que les économies qui sont réalisées par le déploiement de la solution. Donc, il faut être très vigilant là-dessus et ça rappelle là aussi le besoin d'une évaluation préalable. On a également identifié des freins au déploiement des solutions technologiques qui peuvent être intéressantes pour la transition écologique du secteur. Tout d'abord, c'est le coût de ces solutions. Bien évidemment, le déploiement d'une solution numérique, qu'elle soit en usage software ou qu'elle comporte une part de hardware, comme on a pu l'évoquer, ça a un coût, sans que le retour sur investissement il soit nécessairement immédiat ou forcément démontré dans les premières années. Donc, ça pose la question de l'incitation économique ou non du déploiement de ces solutions. Autre frein, c'est la maîtrise hétérogène des outils numériques qui peuvent être déployés, avec parfois une valorisation insuffisante des données qui sont produites par les solutions numériques au quotidien. Or, c'est là où c'est un point important, parce que ces données, elles permettent une optimisation, une amélioration continue de la solution, et donc une maximisation de ses impacts. Et enfin, et c'est un des principaux freins également, c'est l'évaluation inégale et bien souvent, il faut le dire, insuffisante des impacts réels qu'apportent les solutions numériques en termes de transition écologique. Et ce dernier point, il m'amène à une recommandation centrale qu'on a formulée dans ce groupe de travail, qui est valable alors aussi bien pour le secteur agricole que pour tous les autres secteurs qu'on a abordés, que ce soit industriel ou du tertiaire. Pour s'assurer que les effets d'une solution numérique soient in fine vraiment positifs, en gros, pour schématiser, que les plus soient supérieurs aux moins, et être en mesure de vérifier ce point, surtout en amont du déploiement, il est indispensable que collectivement, on travaille, on fasse de la mesure objective de la contribution du numérique à la transition écologique une priorité à l'échelle nationale. Et en étudiant surtout plusieurs critères au-delà de la seule consommation énergétique ou des émissions de CO2, mais en prenant bien en compte les émissions des autres gaz à effet de serre, les impacts sur la biodiversité, sur les sols, etc., et en ne se limitant pas à un seul critère. Ce travail de mesure des impacts positifs ou non du numérique, il faut le faire aussi bien au niveau micro, c'est-à-dire en accompagnant chaque offreur de solutions dans ses efforts de mesure de sa solution, mais aussi au niveau macro, à l'échelle globale d'un secteur à un autre, comme je le disais tout à l'heure, il ne nous semble pas faisable de prendre l'impact environnemental ou la contribution à la transition écologique, technologie par technologie, ça ne nous semble pas faisable et c'est très abstrait. Si on disait aujourd'hui quel est le rôle de l'IA, par exemple, dans la transition écologique, c'est très difficile à mesurer aujourd'hui. Il vaut mieux le faire secteur par secteur. Et sur ce point, il y a une bonne nouvelle qui nous est apparue, puisque le gouvernement et l'ADEME et l'ARCEP ont annoncé il y a quelques mois se mobiliser sur ce sujet IT for Green et produire d'ici les 18 prochains mois une nouvelle étude sur le rôle du numérique du coup, dans la transition écologique. Pour vous donner quelques éléments dont on dispose sur cette future étude, qui sera assez vaste, elle comprendra une quinzaine de cas d'usage qui seront étudiés sur plusieurs secteurs, dont le secteur agricole. Donc, on devrait être en mesure d'avoir une vision plus fine que ce que l'on a pu faire jusqu'à présent sur le secteur agricole. Et cette étude, elle comportera également 2 analyses en cycle de vie sur certaines technologies qui n'ont pas encore été arbitrées pour le moment. Donc, en guise de conclusion, on pense que c'est une très bonne nouvelle et c'est très positif que les pouvoirs publics et que les agences de l'État aient décidé de se mobiliser sur ce volet mesure et ça nous permettra sûrement dans les prochaines années d'avoir une vision plus fine du rôle du numérique dans la transition écologique et que les professionnels du secteur, en l'occurrence le secteur agricole, soient mieux informés en amont avant de faire des choix stratégiques de transformation de leur exploitation, d'adoption de telle ou telle technologie. Voilà, je vous remercie pour votre attention et bien sûr, n'hésitez pas pour toute question. Alors, merci Clément pour cette intervention. On a quelques petites questions dans le chat. Bon, pareil, on les garde de côté pour la fin des présentations. Et Nicolas, je te laisse terminer avec ta présentation du coup. Bien, merci beaucoup. Et la conclusion de Clément va forcément très très bien puisqu'il explique qu'il faut que les agriculteurs aient finalement les clés et en tout cas toutes les informations pour faire leur choix dans leur future orientation de leurs exploitations. Actuellement, moi, je dirige l'exploitation viticole donc, du lycée Bel Air depuis septembre 2021 et nous avons fait quelques choix. On n'est pas sûr qu'ils soient totalement pertinents. On verra ça à l'avenir, en tout cas. Et je vous propose justement de partager ces choix, de vous expliquer pourquoi et aller en même temps vers les perspectives de ces choix et de voir si, en tout cas, on est dans le réel. Donc, en septembre 2021, nous avons fait
nous avons pris la décision de convertir l'ensemble de l'exploitation du lycée viticole de Belleville vers l'agriculture biologique. Cela implique forcément donc des choix aussi techniques sur les agroéquipements. C'était pas prévu dans l'immédiat de changer du matériel, puisque on arrive à une situation économique parfois un petit peu instable et surtout en tout cas qui n'est pas porteuse d'avenir avec des comptes équilibrés. Et en même temps, on fait des choix stratégiques pour mieux valoriser également nos produits. On fait le choix du toute agriculture bio en sachant pertinemment qu'il allait falloir gratter la planète pour faire en sorte que les adventistes soient moins nombreuses dans nos vignes et faire en sorte d'avoir des vignes, donc on pourrait dire le plus propre possible, même si je n'aime pas beaucoup ce terme, parce que la culture du propre, c'est ce qui a amené aussi la chimie à être utilisée un petit peu partout. Malgré tout, on sait qu'on doit limiter les adventices pour faire en sorte que les nutriments que l'on apporte à notre plante soient bien pour notre plante et quasiment uniquement pour elle. Donc on tolère effectivement un petit peu d'herbe et il a fallu passer par des labours de l'ensemble des parcelles, avec un parcellaire très différent qui va de vignes conduites en gobelet, donc dans le Beaujolais, donc plantées d'1 mètre par 1 mètre. Donc la mécanisation est très difficile, hein. On est sur une densité de 10 000 pieds hectares et des endroits où on a par contre une densité qui descend beaucoup plus bas, puisque nous sommes à 3 500 pieds hectares sur des plantations à 2,20 m pour des jus de raisin. Donc, parcellaire très divers, éclaté en même temps et on a commencé donc à travailler les sols et là-dessus, bien nos anciens tracteurs qui avaient tous plus d'une trentaine d'années, de très bons tracteurs thermiques que quand on démarre, on sait tout de suite ce que ça veut dire que la notion de gaz à effet de serre. Et bien, nos tracteurs, il y en a un d'entre eux qui nous a lâchés et là, on a fait un peu appel à nos partenaires que sont, la région, Auvergne-Rhône-Alpes, pour, nous aider à passer cette conversion vers l'agriculture biologique et à pouvoir entretenir, nos parcelles. La réponse s'est fait un petit peu, attendre. En attendant, on avait fait le choix donc d'un nouvel équipement, un tracteur double rang qui pouvait passer dans plusieurs parcelles et la région Auvergne-Rhône-Alpes nous a, alloué, 50 de l'achat d'un tracteur électrique, 100 électrique, qui n'est pas un robot, mais qui peut le devenir dans les années à venir, donc d'une petite société à Clermont-Ferrand, Sabiagri. Et on a essayé ce tracteur pendant 3 mois. Un concessionnaire nous l'a prêté pendant 3 mois et on s'est rendu compte qu'effectivement, ça faisait, un très bon travail, qu'il passait dans la quasi-totalité des vignes. Il n'était pas tout à fait adapté au démarrage et quand on l'a eu essayé, eh bien, on a passé commande d'un tracteur, donc cette fois-ci totalement adapté pour l'ensemble du parcellaire du château de Bel-Air et on a fait cette acquisition au mois de mars 2023 de ce tracteur, donc 100 électrique, qu'on a équipé avec des outils de travail du sol qui sont très peu consommateurs donc d'hydraulique, puisqu'ils fonctionnent en autonomie avec une boule d'azote. Et donc du coup, on peut labourer avec la charge pleine du tracteur pendant 1 journée et demie d'autonomie. Donc ce qui est quand même relativement satisfaisant, hein, puisque le tracteur rentre malgré tout tous les soirs et surtout, il est équipé d'une canopée avec un panneau photovoltaïque qui nous permet de gagner 10 de la charge, à la journée. Donc, on a plutôt saisi, on va dire, l'opportunité donc, d'un nouvel équipement et nous sommes le seul tracteur, donc pour l'instant, 100 électrique à moins de 100 kilomètres de l'usine, qui le fabrique. Donc ce qui fait que nous avons régulièrement, les techniciens de chez Sabiagri qui viennent faire des relevés du tracteur qu'on a équipé donc avec le kit forte pente et cetera et cetera. Ce qui nous permet d'avoir des retours aussi sur, l'utilisation donc, de cet outil. Quant à la sobriété énergétique, moi, ce que je constate, puisque je suis en pleine période de bilan et de préparation de mon dernier budget, je vois surtout que je n'ai acheté que 2 fois du GNR cette année, sur l'année 2023, alors que d'ordinaire, j'étais à 4 fois où je commandais du GNR dans l'année. Malgré tout, je consomme de l'énergie électrique, hein, on parle bien de sobriété, énergétique. Je ne minimise pas le fait qu'on a d'autres consommations. En tout cas, concernant les gaz à effet de serre, on peut s'estimer en tout cas satisfait
Et une autre chose que je n'avais absolument pas imaginée, c'est la notion de pénibilité. Aujourd'hui, nous sommes sur un secteur en tension. On ne trouve pas toujours du monde pour travailler dans les vignes et encore moins pour conduire des outils. Les tracteurs, on est entre 100 000 et 250 000. On monte à 350 000 euros sur des tracteurs double rang équipés de tête de récolte, etc. Donc, inutile de vous dire qu'on ne met pas n'importe qui au volant de ce type d'outil. Et sur le tracteur électrique, eh bien, écoutez, il présente une grande facilité de prise en main et surtout un silence absolu. Et que ce soit les marchands d'outils qui sont venus le voir en action ou mes agents, eh bien, tout le monde remarque que l'on a la chance de pouvoir entendre maintenant les outils de travail du sol. Vous entendez le travail du sol. On ne savait même pas que c'était quelque chose qui pouvait faire un petit peu de bruit, tellement les tracteurs masquaient tout ça. Donc, on a vraiment diminué la pénibilité. Aujourd'hui, travailler 8 heures ou 9 heures dans une journée avec un tracteur électrique est quelque chose qui est accessible à l'ensemble des agents ici de l'exploitation et tous reconnaissent qu'il est bien plus facile de passer une journée complète au volant du tracteur électrique que d'un tracteur thermique. Et comme vous le savez, hein, c'est une exploitation de lycée et ce qu'on avait non plus pas envisagé, c'est que le tracteur électrique est un magnifique outil didactique, puisque quand vous êtes en train de travailler avec votre tracteur électrique, il ne fait pas de bruit, et vous pouvez tout simplement expliquer calmement à l'élève qui est au volant comment est-ce qu'il doit prendre en main cet outil. Et je peux vous dire que ça change la vie que de pouvoir expliquer calmement, en silence, à quelqu'un plutôt que de hausser la voix, voire même des fois presque crier, quand on a le bruit du tracteur à côté de nous. L'intérêt de cet outil, c'est que aujourd'hui, il a, on va dire, son petit frère, hein, qui est un robot, cette fois-ci, à chenille, et on est en train de réfléchir à est-ce qu'on passe vers l'équipement d'un deuxième outil donc de traction, qui serait donc un outil à chenille. Parce qu'en fait, l'intérêt qu'il présente, c'est surtout sur les relevés GPS. Le tracteur passe devant, fait les relevés, qu'il communique directement au robot qu'il y a derrière. Et donc, le tracteur fait le relevé et le robot derrière n'a plus qu'à suivre. Donc, on gagne du temps aussi sur les relevés GPS. Donc, ça présente vraiment quelque chose d'intéressant. Et sur ce robot, il peut être aussi équipé d'un poste de conduite pour faire aussi le relevé GPS plutôt que de pointer régulièrement la parcelle. Quant aux outils que l'on a pu tester également au cours de l'année, donc là, c'est le seul qu'on a acheté et sur lequel on a investi, mais en tout cas, maintenant, les entreprises ne peinent pas à venir voir le château de Bel-Air pour faire des essais. Nous avons la société Yanmar qui est venue nous présenter un robot donc autonome, thermique cette fois-ci. Et oui, ça peut aussi exister des robots thermiques pour nous présenter des outils donc autonomes pour les traitements phytosanitaires. Là aussi, aujourd'hui, il faut avoir des outils donc équipés de cabine classe 4, donc pour permettre à l'opérateur d'être complètement isolé des produits qu'il est en train d'appliquer et de réfléchir en tout cas à faire effectuer ses travaux par un robot, en tout cas, semble être une perspective intéressante, en tout cas qui mérite d'être étudiée. Donc là, on a une parcelle sur laquelle il y a actuellement des relevés et des traitements d'effectuer de temps en temps en démonstration auprès de nos étudiants. Par rapport à tout ça, aujourd'hui, donc, ça fait maintenant 1 an à peu près qu'on est équipé donc de cet outil et on veut pousser la réflexion plus loin, hein. Vous avez compris, hein, au début, c'était un petit peu l'effet d'aubaine d'un financement donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes et on veut aller plus loin en se disant qu'effectivement, on consomme de l'énergie électrique pour faire tourner ce tracteur, mais que peut-être il serait bon de réfléchir à produire cette énergie électrique chez nous. Donc, nous sommes en pleine réflexion et en tout cas, on interroge beaucoup d'entreprises sur les opportunités de panneaux photovoltaïques dans les vignes, mais également sur un bâtiment qui pourrait être un bâtiment donc pour abriter les tracteurs. Et voilà, on réfléchit à tout ça pour essayer de diminuer une fois encore notre impact carbone et surtout le fait de produire des gaz à effet de serre. Voilà. Je ne sais pas, j'ai peut-être été un petit peu long. Il nous reste à peu près 14 Très minutes bien. et je pense que ça peut être le temps pour les échanges et les questions.
Voilà, exactement. Et ben, merci beaucoup à nos trois intervenants pour leur présentation respective. Donc, comme vient de le dire Nicolas, on va pouvoir faire un petit temps de questions-réponses. Alors, il y en a quelques-unes dans le chat, j'en ai aussi noté quelques-unes. Clément, d'abord, il y a une question sur la nécessité, alors tu parlais tout à l'heure de la nécessité d'évaluer l'empreinte de la fabrication des terminaux. La personne demande s'il y a des premiers résultats et si tu as des exemples d'outils numériques qui sont réellement sobres avec une empreinte de fabrication qui est inférieure à l'économie d'énergie finalement réalisée. En complément de cette question, peut-être est-ce qu'il y a eu des recommandations de méthodes de fait dans le cadre de la feuille de route on parlait de l'étude ensuite ADEME-ARCEP qui va un peu prendre le relais. Tu parlais d'ACV, est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui peuvent être employées? Voilà. Très bien. Alors effectivement, sur le secteur agricole, c'est assez difficile d'avoir des exemples, comment dire, qui soient dont les effets positifs sur l'environnement soient presque abstraits, c'est-à-dire valables pour toutes les situations. Et ça, c'est très difficile aujourd'hui d'avoir un exemple d'une solution qu'on puisse en quelque sorte, ou l'offreur de solution puisse la marketer en disant si vous déployez cette solution, les impacts seront positifs. Parce qu'en réalité, il y a une telle variété de solutions technologiques aujourd'hui qui apparaissent sur le marché, mais aussi une telle variété d'exploitation, puisqu'une exploitation n'est jamais la même, même d'un point de vue géographique, que je ne pense pas que ce soit possible d'avoir une solution technologique dont l'impact serait de, je dis n'importe quoi, hein, X% de réduction de GES. Je ne pense pas que ça puisse exister aujourd'hui en tant que tel, ou ça poserait question sur le sérieux de la méthodologie qui aurait été faite derrière. Donc c'est compliqué pour nous aujourd'hui de dire si vous prenez ça, vous aurez X gains en termes d'émissions de GES, c'est très difficile à avoir, particulièrement pour le secteur agricole. C'est vrai que vous prenez d'autres secteurs, c'est beaucoup plus évident. Si vous prenez le bâtiment, bon, bah, le bâtiment, vous avez une solution qui est là qui est déployée par exemple pour optimiser l'éclairage ou le chauffage. La solution, elle mesure en elle-même la consommation d'électricité du chauffage. Là, c'est très facile de voir les impacts par le avant-après. Pour l'agriculture, mais c'est valable pour l'industrie aussi, c'est beaucoup plus difficile du secteur, mais aussi du caractère très hétérogène des exploitations. Donc, on n'est pas en mesure aujourd'hui d'avoir une liste d'outils. Et je voyais également dans la question, effectivement, le poids des terminaux, il est vraiment à mesurer parce que ce n'est pas négligeable en termes d'impact environnemental. Et il faut qu'il y ait notamment ces ACV pour prendre l'intégralité du poids. Si vous prenez par exemple, je ne sais pas, vous prenez des capteurs qui sont installés dans nos exploitations, si vous prenez leur seule consommation énergétique, c'est relativement faible. En revanche, si vous ça peut être conséquent selon les cas. Donc, on n'a pas de liste en tant que telle qui est prête. Et en termes de méthodologie, c'était pas notre rôle dans la feuille de route de décarbonation d'avoir une méthodologie applicable à tout le monde. C'est un travail qui est beaucoup plus vaste, qui est beaucoup plus technique que celui qu'on a mené, et c'est plutôt l'ADEME et l'ARCEP qui sont outillés pour ça, qui pourront examiner des premières méthodologies. Aujourd'hui, le risque, sinon, c'est que chaque offreur de solution ait mené son étude quand il le fait, et c'est difficilement applicable à tout le secteur, et ça ne peut pas faire force de loi, si on pourrait dire, pour tous les offreurs de solutions. Merci Clément pour ce retour. J'en profite pour embrayer sur une deuxième question. On nous demande dans le chat si le livrable de l'étude réalisée donc, dans le cadre du secteur agricole, est-ce qu'il y a un autre livrable que la feuille de route ou est-ce que c'est le seul livrable? Est-ce qu'il y a quelque chose avec un peu plus de détails Est-ce présent par ailleurs? est-ce que vous m'entendez bien toujours? Parce que je crois que Oui? On t'entend, mais l'image est figée. Ah oui, Mais ok, bon, très je bien. crois que c'est mon application Zoom qui a un problème. Alors, sur le livrable, vous avez une première synthèse qui a été publiée, qui a été diffusée assez largement par les pouvoirs publics, et vous avez la feuille de route ensuite qui fait, je sais plus, 200 et quelques pages, avec une partie seulement qui est consacrée à ce groupe de travail. Et vous pouvez voir, en fait, dans les annexes, vous avez fiche par fiche des secteurs qu'on a abordés. Donc, ça reste relativement à un niveau macro, hein, il faut le reconnaître. Nous, on n'était pas matériellement en mesure d'aller dans un grand niveau de détail. Là aussi, c'est l'idée de notre mission, c'était plus une mission de préfiguration pour aider l'ADEME et l'ARCEP dans sa future étude à dresser un cahier des charges qui soit pertinent, à aller réunir les bonnes personnes, à aller savoir où chercher le savoir. Merci beaucoup pour ça. Si on passe sur un autre sujet, si on revient un petit peu sur le PEPR, agroécologie et numérique, Claire, on a une question dans le chat. Tu évoquais les risques et les écueils du numérique dans ta présentation. La personne nous demande pourquoi restreindre ces risques et ces écueils à la minimisation des impacts environnementaux
aux impacts directs et pourquoi est-ce qu'on n'inclut pas aussi la minimisation des impacts indirects? Alors, bon, implicitement, les impacts indirects, ils sont de toute façon inclus. Nous, les impacts directs, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, hein. C'est-à-dire qu'au fond, l'objectif, c'est déjà de concevoir des outils numériques qui ne sont pas consommateurs d'énergie et qui sont déjà sobres dans leur fonctionnement, dans leur conception. On peut réfléchir aussi à la sobriété du stockage des données, à la sobriété des algorithmes qu'il faut conduire, à la sobriété de l'usage des outils d'aide à la décision. Et là, on a directement en principe la main sur faire des outils numériques dont l'impact direct est faible. Et puis ensuite, nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir optimisé les effets indirects, c'est-à-dire avoir des bons outils numériques qui vont réduire l'usage d'intrants, qui vont contribuer à prendre des décisions, qui vont contribuer à être sobres sur d'autres sujets que simplement l'usage du numérique. Donc en fait, c'est pour ça qu'on positionne en fait l'idée d'avoir d'éviter l'écueil de développer des outils numériques qui ne seraient pas sobres, qui seraient très consommateurs en énergie, et en revanche, de développer des outils numériques qui soient vraiment propices au développement de pratiques qui, elles, vont être sobres dans l'usage des intrants, dans l'usage, les préconisations d'agriculture et dans une anticipation qui fasse faire des économies, en fait. C'est pour ça qu'on distingue un petit peu les deux. Mais bon, on est d'accord qu'il faut réduire les impacts des deux côtés à la fois. Et est-ce que c'est un des objectifs du coup des collaborations publiques-privées qui sont mis en place dans le cadre du PEPR, de construire de nouveaux outils, par exemple, peut-être plus sobres? Alors, je sais pas si c'est au fond le principe d'un partenariat public-privé qui peut aller vers des outils plus sobres. L'idée, c'est d'avoir de toute façon des développements d'outils qui aillent vers la sobriété. Et puis ensuite, le partenariat public-privé, c'est pour avoir des outils qui soient utiles pour les personnes qui vont en avoir l'usage. Donc en fait, c'est ce lien-là qui est absolument indispensable. Et puis ensuite, on peut s'appuyer aussi sur tout ce qui va être low-tech également. On n'est pas dans l'idée de partir que sur des choses qui sont ultra sophistiquées. Il y a aussi l'importance du low-tech, et j'ai vu que c'était votre prochain séminaire, il était sur ce sujet-là. Et donc, ça fait complètement partie des développements numériques sur lequel on va s'appuyer. Ce qui est important je dirais que les projets qui vont être soutenus dans le cadre du PEPR, en fait, ils ont aussi comme objectif de créer une communauté de gens qui vont pouvoir avancer ensemble sur ce couplage entre le numérique et l'agroécologie, mais sans être naïfs sur le fait que le numérique a des écueils, mais que vu que c'est pour pouvoir accélérer la transition agroécologique, on va être très attentif à tous ces volets sur la sobriété. Voilà. Et le partenariat avec le privé, en fait, on va le déployer soit sur des actions qui seront au fond sur de la prématuration et de la maturation avec des financements qui vont arriver de manière complémentaire, parce que c'est ce que j'ai présenté tout au début, mais sans présenter les autres mesures de la stratégie SADEA. Mais cette stratégie d'accélération, elle a à la fois des grands défis qui sont directement copilotés avec des partenaires privés, comme le grand défi sur les agroéquipements et la robotique agricole, le grand défi sur le biocontrôle. Puis après, il y a aussi des grands projets qui sont à vocation de financer de l'innovation. Donc nous, on est vraiment sur le volet le plus amont de la recherche, mais qu'on veut co-construire le plus possible avec les parties prenantes, sur toute la chaîne de valeur, aussi bien celle des politiques publiques, les sociétés, les agriculteurs, et puis également les entreprises privées. Alors tout le monde n'est pas éligible au financement, mais l'idée c'est d'avancer sur des questions co-construites avec des partenariats, je dirais, les plus inclusifs et intelligents pour pouvoir au fond savoir ce que chacun peut apporter pour répondre à des questions au fond qui sont complexes, hein. Quand j'ai parlé de la sobriété systémique, on voit bien que si on s'intéresse uniquement à la décarbonation, on ne répond pas complètement à la question, même si la décarbonation est un sujet majeur. Réduire que les gaz à effet de serre, ça ne suffira pas pour aller vers vers la résolution des problèmes sur les ressources naturelles. Et ce qui a aussi été évoqué sur les indicateurs de changement, par exemple, c'est vrai que les indicateurs de biodiversité, et là en fait, on rejoint un sujet au fond très important qui est comment on va mesurer un peu les biens communs qui vont être, en fait, comment on va mesurer l'amélioration qui actuellement n'a pas forcément de valeur économique liée à des changements de pratiques. Voilà. C'était une de mes questions. Le numérique contribuera. Et en fait, comment on arrive à quantifier
voilà, tout ce qui n'est pas, tout ce qui est apport environnemental, actuellement sans valeur marchande, qui peuvent un peu en avoir un jour, le jour où on va estampiller peut-être label agroécologique sur un certain nombre de produits. Voilà. C'était une autre question que j'avais, du coup, le potentiel sobriété d'un projet finalement. Comment est-ce qu'on peut l'évaluer en fait finalement parce qu'il y a beaucoup de critères, comme vous le dites, il y a énormément de critères qui rentrent en compte dans l'évaluation de la sobriété d'un projet, on va dire. Donc, est-ce qu'il y a une méthode qui est déjà mise en place dans le cadre du programme ou est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'être travaillé actuellement? Alors là, vous parlez je dirais de la sobriété en général, de ce que coûte un projet de recherche ou de la sobriété des solutions envisagées? On va dire un peu les deux, mais peut-être plutôt des solutions dans ce cadre-là, parce que, enfin, en fait, c'était un peu ce que Nicolas nous dit, hein. Enfin, il y a une autre question dans le chat à ce propos d'ailleurs, mais un tracteur électrique, par exemple, ça présente des avantages. Bon, bah forcément, on fait des économies de gasoil. Par contre, on a une consommation énergétique qui est quand même pas négligeable. Je sais pas, Nicolas, si aujourd'hui, par exemple, la société qui produit le tracteur me permet de mettre en regard les deux pour savoir si réellement il y a un gain finalement à l'utilisation de ce tracteur. C'est des questions qui se posent quand on a ce genre d'outil, par exemple. En tout cas, les questions se posent et pour l'instant, vous doutez bien que les constructeurs nous disent que forcément, c'est bien mieux de consommer avec un tracteur électrique qu'avec un tracteur thermique. Ils ne produisent que cela. Malgré tout, sur la question d'Amélie dans le chat, sur le bilan, pour l'instant, on n'a pas effectué une année complète de l'utilisation du tracteur électrique. C'est ce que je disais tout à l'heure au cours de la présentation, hein. La seule chose que je vois, sans l'analyser, sans aller très loin, parce que on fait le plein des cuves de fioul de manière parfois un peu aléatoire et des fois pour finir les budgets d'une année, donc on fait vite le plein au mois de décembre. Malgré tout, aujourd'hui, c'est un véritable constat qu'on a diminué sur la consommation de GNR, ça c'est sûr. Sur l'augmentation de l'électricité, il faut que je pousse une analyse plus fine parce qu'il ne faut pas que je regarde simplement les sommes payées, mais il faut bien que je regarde les kilowattheures consommés. Donc là, la chance que l'on a, c'est que le château est raccordé à son compteur qui lui est propre, et donc je pourrais véritablement tracer une augmentation qui sera malgré tout à pondérer avec le fait que d'une année sur l'autre, les consommations sont toujours un petit peu différentes. Je pense que là, pour l'instant, je n'ai pas suffisamment de retours, en tout cas, pour faire véritablement cette évaluation technique de consommation. Par contre, une chose qui est indéniable et que l'on ne doit pas occulter, y compris dans la sobriété énergétique et en tout cas dans les changements qui doivent s'opérer dans les années à venir, c'est le confort social pour l'opérateur qui aujourd'hui gagne véritablement en moins de pénibilité de travail. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment y réfléchir, où on garde aussi un opérateur. On n'est pas passé sur du 100% robot, puisque tout à l'heure, Clément parlait à très juste titre du robot Vitibot. Nous, le gabarit d'un tracteur électrique est plus petit qu'un Vitibot. Donc, on est sur des choses qui peuvent passer quasiment partout. Malgré tout, il faut bien voir qu'il faut qu'on garde un petit peu du monde aussi à travailler dans les vignes. Voilà, alors on est pile dans le timing. Je vois Oui. que Philippe allait pour nous interrompre. Bah, je remercie une dernière fois tous les intervenants qui ont présenté aujourd'hui et qui ont répondu aux questions. Donc on voit que les échanges sont très riches et très intéressants. Et la dernière intervention de Nicolas montre bien qu'il y a plusieurs avantages à l'utilisation des outils numériques et qu'il y a beaucoup de critères à prendre en compte Mm. dans l'évaluation de la sobriété de ces outils. Donc encore une fois, merci à tous pour vos interventions. Je laisse la main à Philippe pour la conclusion. Effectivement, merci à tous les quatre pour ce webinaire et cette approche de la sobriété. Au-delà de l'énergie, effectivement, il faut la prendre globalement. Et donc, c'était juste pour vous annoncer que la prochaine semaine, on va un peu continuer. Alors, on est sur la thématique agriculture biologique la semaine prochaine, mais on va revenir sur ces questions du rôle des technologies, puisque on va discuter du low-tech versus high-tech en agriculture biologique, mais qui en fait ne concernera pas forcément que l'agriculture biologique, comme le père le disait tout à l'heure. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis à la semaine prochaine pour ceux qui seront parmi nous. Au revoir et encore merci. Au revoir, merci. Au revoir.